Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle visioconférence. Vous voyez sur votre écran en bas à droite plusieurs cases. Donc notre invité Christophe Poncharo qui va faire le sujet, présenter le sujet et le contenu technique. Et il y a Cédric pour ceux qui étaient à la première visioconférence qui sera chargé de tout ce qui est et d'éventuels soucis techniques et aléas techniques qui pourraient intervenir lors de la visio. Christophe est entraîneur de basket depuis quelques années maintenant. Il gère notamment le secteur féminin quasiment exclusivement depuis une dizaine d'années et est principalement responsable du pôle espoir du Poitou-Charentes à Poitiers, du pôle espoir féminin. Il coach également en National 2 et il a coaché en National 1 aussi. Sans rentrer dans le détail, son parcours et voilà. Et surtout dans le basket féminin. Donc c'était le pourquoi de l'invitation et de mon souhait de le voir partager avec vous ce qu'il connaît de ce sujet. Le sujet donc est le suivant, les caractéristiques du basket féminin. L'intention est d'essayer de faire un topo global non exhaustif parce que ce sera compliqué, mais un topo global sur les caractéristiques des filles et ce que ça enclenche dans la manière de travailler. Je laisserai le soin à Christophe de présenter ça. Avant d'attaquer le sujet, je vous explique. Vous avez sur votre écran à droite un chat public. Lorsque vous tapez une phrase, vous pouvez communiquer entre vous, chose que certains font. Salut, vous saluez, là c'est très bien. Je vous invite à vous présenter, qui vous êtes, de quel coin, éventuellement si vous êtes entraîneur, à quel niveau, etc. Et en bas du chat, vous avez une case answer, donc c'est la case question. Alors, lorsque la case chat est cochée, c'est pour vous parler entre vous ou éventuellement nous échanger entre vous sur ce qui est dit. Si vous voulez poser des questions sur la conférence, qui seront ensuite relayées auprès de Christophe, vous cochez la case answer en dessous la case chat, vous tapez votre question, je vais vous montrer tout de suite. Lorsque vous cochez la case answer, là j'ai tapé, voilà, vous voyez un point d'interrogation. Donc ça, moi j'identifie tout de suite que cette intervention-là, c'est une question. Voilà. J'espère que tout le monde a compris. Dernier point, il se peut que vous ayez un décalage entre 1 et 4 minutes par rapport au live de la conférence. Cédric, est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Oui, bah moi je verrais bien que tu te présentes parce que je suis pas sûr que toutes les personnes qui sont connectées soient de basket formation. Donc que tu te présentes toi rapidement pour dire qui tu es. Je m'appelle Benjamin Garot, j'ai créé le site Basket Formation avec une intention simple, c'était de donner à des entraîneurs bénévoles ou non, mais disons dont ce n'est pas l'activité principale, un moyen d'avoir des réponses rapides quand ils rentrent chez eux. Ils n'ont pas toujours le temps de préparer, d'approfondir leurs connaissances, etc. Donc c'était de donner des billes très simples pour être efficace sur la formation des jeunes. Je trouvais que les contenus techniques sont là sur le web, mais pour moi, il manquait des choses, notamment sur la pédagogie, la psychologie, etc. Donc voilà, l'objectif c'était ça. Et je suis entraîneur de basket professionnel depuis 13 ans et quasiment exclusivement chez les jeunes. Voilà. Euh, Christophe, je te passe la main. Je t'invite à mettre ton PDF et à te lancer quand tu seras prêt. Très bien. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous tout d'abord. Donc effectivement, on m'a demandé de parler d'un document sur le basket féminin. Déjà, je tenais à préciser que ce document, c'est lié à un vécu d'expérience. Voilà, c'est aucunement quelque chose de définitif. C'est un constat que je vois à travers deux niveaux. D'une part, la filière jeune que j'encadre tous les jours par rapport à mon rôle de CTF, voilà, responsable du pôle féminin. D'une autre part, entraîneur d'un championnat de France depuis une dizaine d'années sur le niveau NF1 et NF2. Et c'est un constat, ça reste uniquement ma position, voilà, ma perception, et c'est ce qui me sert au quotidien pour avoir mes convictions et pour appréhender au mieux le basket féminin. Voilà. Je voulais également préciser qu'être entraîneur de basket féminin, c'était pas du tout
quelque chose que je vivais mal, c'était un choix, voilà, que j'assumais totalement. Donc c'était une volonté qui me permettait d'apprendre beaucoup sur moi, voilà, et beaucoup dans la relation avec les autres, parce que je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qui sont distinctes par rapport au basket masculin. Donc je vais essayer de vous présenter un certain nombre de choses. N'hésitez pas, on fera des points à question, donc n'hésitez pas à être actif, ça sera plus agréable pour vous comme pour moi. La première des choses, donc c'est un constat. On va parler un petit peu des constats sur les différences hommes-femmes. Ça sera le premier sujet. Après, un petit peu la gestion individuelle et collective, les caractéristiques techniques liées au basket féminin, voilà, et plutôt le travail axé sur les 11-15 ans, catégorie qui me semble la plus importante et que je maîtrise le mieux encore une fois. Première chose, constat sur les différences hommes-femmes. La première chose que nous pouvons constater, c'est des différences forcément physiologiques. La première différence, pour moi, c'est qu'il y a une différence, et il faut le savoir, de VO2 max, c'est-à-dire qu'il y a une différence de masse grasse et un taux sanguin beaucoup plus faible chez la femme que chez l'homme. Ça, c'est la première des choses, vous le savez, vous devez le savoir. La deuxième chose, c'est qu'il y a une différence forcément de masse musculaire. Voilà. Pourquoi? Parce que l'homme possède beaucoup plus de fibres rapides que les femmes, ce qui veut dire qu'il possède une masse musculaire beaucoup plus importante, voilà, donc une force, une puissance supérieure à celle de la femme. Les femmes, quant à elles, possèdent beaucoup plus de fibres lentes que les hommes, voilà, qui sont liées à leur manque de qualité musculaire, ou en tout cas de leur masse musculaire. Donc ça engendre forcément moins d'explosivité, voilà, et aussi moins de verticalité. Donc ça, c'était le premier constat que je voulais faire. Le second constat, c'était lié à l'éducation. Voilà, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, voilà, on a une représentation d'une fille et une représentation d'un garçon. Les filles, de manière standard, sont beaucoup plus cérébrales que les garçons. Font toujours des activités beaucoup plus sociales, beaucoup plus humaines que les garçons. Et la réussite des filles est attribuée très souvent à ce qu'on appelle son travail, son sérieux, son investissement. Et depuis son plus jeune âge, on entend parler, on entend nos parents, voilà, les personnes majeures, indiquer à des filles ne te salis pas, fais attention, ne te fais pas mal, ne joue pas trop brutalement. Voilà, donc ça, c'est déjà la première perception qu'on entend. Les garçons, contre eux, ont une représentation beaucoup plus de mâle, entre guillemets, de guerrier. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, ils explorent un petit peu un environnement inconnu, qui mettent déjà en avant leur qualité physique, voilà, donc des jeux avec des jeux de guerre, de combat. Voilà. Et la réussite, souvent, chez le garçon, est attribuée à des aptitudes physiques, voilà, notamment le dépassement de soi. Et donc, je pense que dans le sport de compétition, on associe forcément également une image de force, de rudesse, de puissance, et la perception de la féminité est à l'opposé un petit peu des valeurs, de ces valeurs-là. Donc ça, c'était l'autre chose que je voulais indiquer, qui était pour moi importante, qui permettait d'appréhender ces choses. La troisième chose qui est importante, c'est la communication. La communication, parce on ne parle pas effectivement à des femmes ou à des jeunes filles de la même manière qu'à des garçons. Les chercheurs ont considéré que la femme utilise beaucoup plus la partie gauche du cerveau, qui est liée au langage et au sentiment. Les garçons, eux, utilisent beaucoup plus la partie droite, qui est axée sur l'action, la compétitivité, la compétition, le dépassement de soi, comme je vous ai indiqué. Donc forcément, ça va engendrer un discours différent entre les hommes et les femmes. Le discours masculin va être beaucoup plus direct, perçu agressif parfois par les femmes. Voilà. Le ton va être très souvent impératif. Voilà. Donc pour la relation homme-femme, ça peut être traduit par un manque de respect, lorsque quelqu'un parle de manière très sèchement, ce qui peut arriver en tant que coach lorsque nous gérons des femmes ou des jeunes filles. Le discours féminin, forcément, est beaucoup plus subtil, il est, je dirais, indirect. Le ton utilisé est souvent conditionnel, parce qu'on a peur de, je pense, assumer parfois des convictions, on a peur de dire non, et forcément, on va utiliser ce ton indirect. Voilà. Ça, c'est une chose qui était importante pour moi, c'est la communication. Et la dernière des choses, c'est le comportement face au sport et face plutôt à l'activité sportive. Les filles pensent que le sport est réservé aux garçons, lié à tout ce que l'on a vu précédemment. Donc parfois il y a moins de motivation. À l'école, la matière, le PS, est une matière qui est beaucoup moins importante et beaucoup moins valorisée chez les filles que chez les garçons. Et les filles, en plus, ont une estime de soi beaucoup moins importante, beaucoup plus besoin de dialogue, d'être rassurées. On verra, mais je vous parlerai d'un certain nombre de sujets. Et l'affectif et le bien-être, même au sein du sport, est primordial pour une fille, au contraire d'un garçon. Un garçon, au contraire, a besoin d'une activité physique qui est beaucoup plus importante parce qu'il a forcément besoin de se dépenser,
Et ils s'identifient également très très jeunes par rapport à des sportifs de haut niveau où ils ont une représentation par rapport à des choses qu'ils peuvent voir à la télé. Ça, c'est le premier constat que je voulais faire sur les relations et sur les différences hommes-femmes. Benjamin? Ouais, ça roule. Écoute, je te laisse avancer le PDF si tu veux. Tout va bien. Est-ce que tu es sûr par contre que tu es bien en plein écran? Ouais, tout à fait. Ouais, ok, c'est bon. Non, parce que je vois le contour de ta fenêtre. Alors, ok, Non, non, je suis bien dans plein écran. ça. Attends. C'est bon là? C'est bon? Ouais, Ouais? ouais. D'accord. Il y a des questions par rapport à ça ou pas? Non? Pour l'instant, non, pas de questions. D'accord. La deuxième chose qui va vraiment concerner plutôt le débat, c'est la gestion individuelle des collectives. Alors, j'ai mis un certain nombre et j'ai énoncé un certain nombre de critères. D'une part, la position du coach. Voilà. J'ai parlé de discipline, je vais revenir sur l'ensemble de ces points. De situation dans le groupe, de partage émotionnel, de confiance et d'estime de soi, et de discussion intempestive et peu de conflits. En ce qui concerne la position du coach, le coach pour moi doit être au centre du projet dans le basket féminin. C'est-à-dire qu'il doit avoir une empathie et un discours qui doit être quotidien, voilà, et non pas pour régler des problèmes, mais pour anticiper d'éventuels soucis ou d'éventuels manques de communication, de dialogue. Je pense que le dialogue est beaucoup plus important dans le secteur féminin que dans le secteur masculin, bien évidemment. Les filles sont également, on parle de discipline, les filles sont beaucoup plus disciplinées que les garçons, et individuellement et collectivement. C'est-à-dire qu'elles peuvent s'exprimer au niveau du basket que si le collectif est vraiment très bien huilé, léché, et si elles comprennent les notions de collectif et elles comprennent le sens de ce que l'on fait, à travers par exemple des formes de jeu chez les plus grandes, chez les plus jeunes, le fait d'avoir beaucoup de répétitions. Et individuellement, les personnes sont, les filles ont besoin d'être dans un confort. Pour être dans un confort, il y a deux manières de fonctionner. Soit c'est de répéter des exercices de manière régulière et récurrente. Alors ça peut avoir comme volonté effectivement la monotonie. Ça peut effectivement permettre de tirer le meilleur de soi-même parce que lorsque les personnes ont pris connaissance des exercices et de la réelle volonté de cet exercice et de l'intérêt, on peut en tirer le meilleur de soi-même. Donc une discipline beaucoup plus importante. Beaucoup moins de prise d'initiative personnelle, voilà. Besoin de faire ce que l'on dit, besoin de détails sur l'exercice et besoin d'en retirer un intérêt. Ça, c'est ce que je viens d'indiquer. L'autre chose, c'est par rapport à la situation dans le groupe, je crois qu'il faut être honnête dès le départ, et besoin d'identifier l'individu et de ressortir l'individu et d'expliquer ce que l'on attend de cette personne, que ça peut être positif ou négatif. Je pense qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire croire des choses. Les choses, bien évidemment, peuvent être ajustées, elles peuvent être modifiées. Mais en tout cas, il faut être sensible à la façon dont on situe la personne dans le groupe. Voilà, il faut responsabiliser la personne à travers des objectifs techniques, des objectifs d'état d'esprit. Voilà. Mais il faut en tout cas être le plus franc et le plus transparent possible. Partage émotionnel très important, comme je le disais. Parfois, il faut faire preuve d'empathie. Voilà, je pense que l'estime de soi chez une femme est beaucoup moins importante que chez un homme. Il faut parler régulièrement. Peut-être que l'on ne va pas prendre conscience qu'il va y avoir un problème parce que pour nous tout fonctionne et tout roule. Mais je pense que c'est important d'écouter, d'échanger et de savoir ce que la personne ressent. L'autre chose, c'est la relation de dualité avec l'entraîneur. Je pense que pour une fille encore plus, savoir que l'entraîneur ait confiance en sa joueuse, que l'entraîneur défendra toujours sa joueuse, c'est quelque chose qui valorise celle-ci. Si ça valorise celle-ci, ça peut permettre effectivement de la mettre en valeur et d'en tirer le meilleur de soi-même. Donc c'est ce que j'indique à travers le besoin d'être assuré sur la confiance, mais la confiance également de l'entraîneur avec elle. Il ne faut pas hésiter à interrompre les séances d'entraînement, bien évidemment, et avoir des discussions. Les discussions ne se font pas pendant l'entraînement, mais je pense qu'avant le début d'un entraînement, ou en tout cas, moi de mon côté, que ce soit sur des jeunes de pôle ou sur le niveau senior, je passe toujours 5 minutes après. J'essaie d'identifier un petit peu les filles qui peuvent être un petit peu moins bien en ce moment, et je pense que aller au devant et aller chercher la communication.
les personnes ne viendraient pas forcément parler vers un entraîneur. Ils iraient peut-être parler vers des partenaires ou des coéquipières. Et ça, je pense que c'est primordial. Et puis, l'autre chose qui peut être importante… 2 secondes, Christophe, s'il te plaît, juste 2 secondes. Est-ce que tu… Alors, on a eu 2-3 petites coupures au niveau du son là de ton côté. Est-ce que tu peux ajuster baisser un peu la bande passante de ton côté pour qu'on puisse limiter ces coupures de son? Attends, je vais le modifier. Je vois là, du coup, au niveau des participants que beaucoup de personnes sont là. On a une trentaine de participants connectés là pour l'instant. Le temps qui s'adapte, là, je vous précise, donc, comme disait Benjamin tout à l'heure, effectivement, je pense que là, ce soir, on a un plus gros décalage entre le moment où on parle et le moment où vous allez recevoir ce qu'on dit. Je pense qu'il y a largement la minute de dépasser, voire même on est peut-être pas loin des 5 minutes. Donc, dès que vous avez une question, n'hésitez pas à la noter au niveau du chat, en utilisant l'onglet questions. Parce que nous, du coup, comme on est un peu en avance par rapport à vous, au moment où on arrivera sur les questions, on aura déjà de quoi répondre. Ok. C'est bon pour toi, Christophe? Je te relaisse la main. Ok, c'est bon? Il n'y a pas de souci. Ce que j'ai indiqué, ne jamais laisser des choses sans explication. Je pense que ce qui est compliqué pour une femme ou une jeune fille, c'est de faire la différence entre son lien d'amitié avec une partenaire et son lien d'amitié avec une dehors. De peur de ne pas se fâcher, de peur de ne pas être en conflit avec une personne, je pense que cette personne parfois va prendre sur elle, quitte à se renfermer, quitte à ne pas donner le meilleur de soi-même, et pour ne pas offusquer sa partenaire, pour ne pas se brouiller entre guillemets avec une camarade ou une coéquipière. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est encore plus important dans le basket féminin que dans le basket masculin, où les sources de conflit peuvent arriver bien évidemment, ce qui est légitime tout d'ailleurs, mais effectivement c'est quelque chose qui est beaucoup plus indirect et beaucoup moins facile à trouver. Donc s'expliquer, comme je l'indiquais sur les choix de match, mais ça c'est également valable sur le basket masculin et féminin. Donc ne pas laisser une chose s'emporter, parce que je pense qu'on peut la perdre. Être franc et juste, et ça c'est je pense quelque chose qui est primordial, ne pas faire croire quelque chose à quelqu'un. Ce que j'indiquais après une séance, aller voir les personnes sur différentes et sur les éventuelles incompréhensions liées à la séance d'entraînement ou liées à une source de conflit sous-jacente. Et la joueuse fermée, c'est ce que j'indiquais, et l'amitié entre deux joueuses, c'est tout simplement le fait que une personne n'est pas d'accord avec nos convictions, n'est pas d'accord avec notre manière de faire, ou est un petit peu en conflit avec une partenaire, et je pense que ça c'est la chose la plus problématique. Parce que comme je l'indiquais, je pense que ces problèmes ne se régleraient pas de soi-même, donc il ne faut pas hésiter à parler, à expliquer cette relation qui sont deux choses totalement différentes, et je pense que pour avancer pour le bien de l'équipe, il faut que les personnes puissent s'exprimer. Moi j'ai repéré 3 types de personnes, soit les personnes qui sont en conflit, qui vont aller voir une partenaire justement, ou une personne qui est dans la même situation qu'elle pour être rassurée, voilà. Une personne qui va essayer d'être en conflit avec le coach, ce qui peut arriver, je vais parler très franchement pour monter le coach contre soi-même, voilà. Et puis une personne qui va dire amen à tout, voilà, qui va être d'accord avec le coach soi-disant, mais au final on sait que c'est du leurre, et on sait que la personne a vraiment un problème sous-jacent, et il faut vraiment parler de ça. Voilà. Donc ça c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le basket proprement dit, c'est plutôt des constats, des différences comportementales, mais moi c'est des différences que je vois au quotidien et qui pour moi sont nécessaires pour permettre d'appréhender au mieux la partie terrain. Benjamin? Ouais, ok, je coupe mon micro en fait quand tu parles pour éviter les échos. Il y a quelques questions. Si tu estimes que tu y répondras sur les autres parties, sur la dernière partie, non, on peut y aller. Ouais, pardon. Bon, je peux y répondre maintenant si je on va faire un point question. Alors, il y a Philippe qui demande, lui, il constate chez ses filles un énorme écart entre les efforts qu'elles font à l'entraînement, où visiblement il a l'air de dire qu'elles sont assidues, etc. Et en match où elles sont pas au taquet, il n'arrive pas visiblement à les
à les emmener dans le dur en termes d'investissement. Philippe, si mal retranscrit ta question, tu n'hésites pas à refaire un point. Est-ce que tu as... Oui, vas-y, non, je t'en prie. Ouais, vas-y, voilà. C'était... Une question. bon, après, c'est peut-être pas trop profil. Vas-y. Non, c'est compliqué à répondre comme ça parce que je ne connais pas le niveau de l'équipe de Philippe, je ne connais pas tous les paramètres, si c'est des jeunes, si c'est des seniors ou autres. La seule chose, je pense que effectivement, avant le début d'un match, le discours du coach et le discours d'avant-match est primordial. Et je pense que le discours d'avant-match, il se prépare pas 2 minutes avant les vestiaires, il se prépare longtemps à l'avance. Et je pense, enfin, moi j'essaie de sensibiliser et responsabiliser chaque joueuse. C'est-à-dire que je sais que chaque joueuse a un rôle dans l'équipe. J'essaie de faire 3 entretiens annuels parce que forcément il n'y a rien de tangible et les choses peuvent être modifiées et s'inverser. Mais en tout cas, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de décalage entre mon discours par rapport aux attentes des joueuses et les attentes que je vais avoir d'elles sur le terrain. Après, comme le dit Philippe, je pense que c'est le fait qu'il y ait un écart entre l'entraînement et la compétition, c'est des choses qui sont liées à ce qu'on a dit tout à l'heure, la notion de dualité, peut-être le dépassement de soi parce que effectivement le fait de s'entraîner, on est dans un confort, on est avec l'entraîneur, on est dans sa salle, on est avec ses partenaires, on est avec ses coéquipières, on est dans un environnement plutôt correct. Le fait d'être dans un match où effectivement il y a une esprit de compétition, le fait de dépassement de soi, le fait d'être dans une salle que l'on ne connaît pas, le fait d'être avec un public, le fait d'être avec des arbitres, je pense qu'il y a une situation d'inconfort, donc forcément une situation d'insécurité. Et je pense que ça, c'est des choses que les filles ou les femmes ont beaucoup plus de mal à maîtriser et qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut les perturber. Ça, j'en suis convaincu. Maintenant, donner une réponse comme ça, Ouais, c'est... oui. En tout cas, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être pris en compte. Ok. Vianney pose une question sur les... Qu'est-ce que tu penses de la mixité dans les entraînements? Donc d'entraîner les filles chez les garçons. Et pour toi, selon la réponse bien ou si c'est positif ou négatif, et selon toi, jusqu'à quel âge est-ce que c'est vraiment, si, quand bien même c'est intéressant, si c'est intéressant, jusqu'à quel âge ça l'est? En tout cas, dans ma région, sur le niveau poussin, par exemple, lié à la problématique du nombre de femmes licenciées, je sais que certaines jeunes filles jouent avec des garçons. Je trouve ça très bien. Après, il faut faire attention parce qu'effectivement, il faut que les personnes soient responsabilisées. Il ne faut pas qu'elles soient dans une équipe de garçons et il ne faut pas qu'elles soient uniquement présentes pour courir. Voilà, parce que je pense qu'on ne met pas en valeur ces personnes-là. En tout cas, sur ce que je connais le mieux sur le pôle. Moi, je sais que les joueuses de pôle deuxième année, qui ont des techs, par exemple, des qualités qui sont supérieures aux autres, avec mon collègue CTS, je demande à ce que ces filles s'entraînent 2 fois par semaine avec les garçons. Voilà. Alors, c'est des filles qui ont été vues sur, par exemple, des camps interzones, sur le fait d'avoir des prédispositions peut-être sur aller dans un centre de formation ou évoluer par la suite. Mais moi, je considère qu'effectivement, il faut qu'elles puissent s'entraîner pour avoir beaucoup plus d'adversité. Je pense qu'une joueuse dominante en fille va jouer sur ses qualités premières, mais ne va pas essayer de trouver d'autres objectifs. Et je pense que certaines filles qui ont une vraie volonté et une vraie démarche, par exemple, de haut niveau ou d'aller vers le meilleur, ont besoin justement d'être mises en difficulté, rien que sur l'aspect physique, rien que sur l'aspect compétition, rien que sur l'aspect taille. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Bien évidemment, il faut adapter les séances d'entraînement. On ne va pas faire n'importe quoi avec des garçons. Mais sur les situations d'opposition, ça ne pose aucun problème. Et avec mon collègue, ça ne pose aucun problème que des filles deuxième année puissent s'entraîner avec des garçons. Maintenant, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait 5 ans d'écart. Mais je pense qu'un an d'écart, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Ouais. Ok. Une dernière peut-être, si tu veux enchaîner après, on fera un autre point question parce que ça commence à changer. Une question super intéressante, parce qu'on se la pose tous, je crois, à un moment donné. Il y a Vianney aussi qui pose la question de la proportion d'arrêt à l'adolescence chez les filles. Et comment t'expliques ça, si tu as une explication à ça? C'est compliqué parce que je pense que même la fédération est en train de chercher ce genre de réponse, même si on est un sport collectif où il y a plus de femmes et de licenciés féminines. Je pense qu'il n'y a pas toutes les réponses. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a l'aspect
copinage entre guillemets qui est beaucoup plus importante que chez les garçons. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, l'aspect collectif est important chez les filles et aussi l'aspect individuel. C'est-à-dire que je pense que si la meilleure amie d'une joueuse, alors bien évidemment pas à un niveau important, mais je pense que si la meilleure amie d'une fille arrête le basket, je pense que cette copine, sa partenaire est capable également d'arrêter le basket. Voilà. Ça, c'est une première des choses, c'est un constat. J'ai pas d'explication, c'est un constat. Le deuxième constat, c'est qu'effectivement, il y a parfois une évolution, une modification morphologique beaucoup plus importante chez les femmes que chez les jeunes, que chez les garçons avant. Il y a le fait également de pouvoir baisser les bras, c'est-à-dire qu'une fille qui effectivement ne s'accomplit pas totalement dans la pratique et dans son niveau de pratique, je pense va arrêter. Et puis après, bon, ben, ça c'est lié aux garçons et aux filles. Il y a les événements de la vie qui font que il y a également d'autres priorités sur le fait de commencer à sortir ou d'avoir des amis, voilà, tout simplement. Donc c'est des constats. Je n'ai pas de réponse, mais je sais qu'il y a une vaste réflexion de la fédération par rapport à ça. C'est un vrai problème, effectivement. Comme pour moi, c'est un vrai problème que des jeunes filles, que l'on ne fasse pas, par exemple, d'équipe poussine, mais que des jeunes filles puissent aller jouer avec les garçons et qu'on ne réunisse pas un ensemble de jeunes filles pour jouer ensemble. Donc, encore une fois, j'ai pas de réponse, mais c'est ce que je dis régulièrement. Ouais, tout à fait. Dernière avant d'enchaîner, en fait, il rebondit sur la question qu'on a déjà posée, Philippe. Entraînement filles et gars, est-ce que tu mets une limite dans les catégories? À partir de quel âge est-ce que c'est pour toi compliqué? Ça paraît compliqué. Que ce soit en mini-basket, en plus, en poussine, aucun problème. En Benjamin non plus. Je pense que la limite, c'est le niveau minime, tout simplement. Voilà. Moi, comme je le dis, des minimes 2 filles s'entraînent, enfin au pôle, des minimes 2 filles s'entraînent avec des minimes 1 garçon. Voilà. Ça ne pose aucun problème. Des minimes 2 filles s'entraînent avec des minimes 2 garçons sur voilà, des séquences bien particulières. Au-delà, il me semble que ça soit très compliqué parce que je pense qu'après, il y a vraiment une grande différence physique et morphologique sur la catégorie cadette. Donc ça me semble totalement, pour moi en tout cas, incompatible. Maintenant, à travers parfois des CEC où on unit sur un thème bien précis des différents âges. Sur les CEC, on peut très bien réunir de jeunes de 11 ans avec des jeunes de 15 ou 16 ans. On peut faire un travail technique avec des garçons. Il faut faire juste attention, je pense, à l'opposition qui peut en découdre. Ah ouais. Ok. Une petite intervention technique, les gars. Vas-y. Benjamin, du coup, ton micro, comme il est en omnidirectionnel, on entend en écho encore de Christophe. Donc, pour le confort après, soit pense à vraiment couper ton micro ou remets-le en cardioïde, pour qu'il soit juste je le coupe souvent, mais je le coupe dans la fenêtre. Faut que je le coupe en direct. Non, tu peux le couper dans la fenêtre, c'est pas gênant, Sinon, tu mets un casque, tu mets des écouteurs, comme ça, du coup, il n'y a plus de soucis. Voilà. Enfin, tu gères, je te laisse gérer, je te préviens juste qu'il y a des échos. Ouais, bah, je vais aller mettre un casque là. Je vais laisser Christophe enchaîner, je vais aller chercher un casque. Et puis. Excuse-moi, j'ai juste vu une question qui me semblait intéressante. Ouais, vas-y. Il y a une personne qui a posé une question à savoir est-ce que pour moi c'est un bon pari de créer uniquement des clubs féminins. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas moi j'ai vu cette question-là. Je pense qu'effectivement, j'ai différents amis, je dirais pas le nom, qui coachent actuellement en ligue ou à d'autres niveaux. Je pense qu'effectivement le fait de créer un club mixte, c'est l'idéal, bien évidemment. Maintenant, on met toujours, ou dans la représentation, on essaie toujours de mettre en avant les garçons avec le meilleur entraîneur. C'est ce que je pense, hein, c'est ce qui m'en sort. Et je pense qu'effectivement, on ne fait pas toujours attention aux équipes féminines. On va dire, bon, les filles, on va mettre telle ou telle personne. Et il s'avère que il y a des réussites. Hein. On va parler du FAB, par exemple, en ligue féminine. On va parler de Basketland. Ce sont des clubs qui ont fait le choix d'être uniquement féminins. Et que ce soit dans n'importe quelle catégorie, ils arrivent à avoir le meilleur et ils arrivent à avoir un projet, une continuité, que ce soit sur le niveau Benjamin, avec des Benjamin Région, Minime France, Cadet de France, une équipe réserve en National 2, une équipe féminine en ligue féminine. Donc je pense que c'est tout à leur honneur et moi je salue des initiatives comme ça. Et comme je le dis, pour moi entraîner des filles, c'est pas par défaut, je le fais. J'ai la chance d'entraîner des garçons aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et j'y trouve vraiment un intérêt personnel.
Ok. Il y a une autre question très intéressante, je vais la garder pour après, si tu veux bien. Aucun souci. Je continue? Je te laisse enchaîner, je vais chercher un casque pour la qualité du son pour les gens. Ok. À tout de suite. On parlait on parlait de caractéristiques techniques. En ce qui concerne les garçons, ça c'est un constat encore, les garçons pour moi peuvent sortir du collectif. C'est-à-dire que au-delà des formes de jeu, je pense qu'un garçon qui est plus fort que les autres, qui est beaucoup plus en avance qu'un autre joueur, va sortir du collectif parfois pour mettre en avant ses qualités individuelles, qui peuvent être des qualités physiques, des qualités techniques, voilà, pour se mettre en avant, pour prendre des responsabilités. Je pense que les filles, même une joueuse qui est beaucoup plus forte que les autres et qui a des qualités supérieures à des personnes de son équipe, on va le voir dans le jeu, mais c'est quelque chose qu'on va voir à travers le collectif. Et je pense qu'il y aura beaucoup moins d'initiatives et de responsabilités individuelles. Voilà. Et donc, comme j'indiquais, je pense que les filles ont besoin du collectif pour exister et non l'inverse. Parfois, chez les garçons, le collectif, c'est quelque chose qui les barbe un petit peu. Hein. Déjà, les formes de jeu longues, je pense que c'est quelque chose qui les barbe, ça c'est ce que je pense. Et je pense qu'à un moment donné, l'aspect individuel va prendre le dessus. Je pense qu'une fille, on prend l'exemple de la grande équipe de Bourges par exemple, qui a quand même un collectif qui est très très important, très huilé, avec l'ensemble de fortes joueuses qu'ils ont, ils arrivent à retirer le meilleur avec des formes de jeu qui sont peu longues, parce que chaque chose est vraiment déterminée, chaque chose est quantifiée, et chaque joueuse a sa responsabilité. Donc ça, c'est également ce que moi j'en retire. Et que chez les filles, les choses doivent être parfaitement exécutées pour que ça soit efficace. Effectivement, le moindre grain de sable dans une forme de jeu, la moindre option qui va être coupée, la moindre chose, si ce n'est pas anticipé, je pense qu'on ne met pas les joueuses dans un confort. Et je pense que ça, ce sont des choses qui doivent être prévues en termes d'entraînement, bien évidemment, pour pouvoir anticiper toutes les situations d'échec ou toutes les situations qui feraient que les joueuses ne seraient pas dans le confort lié au niveau d'agressivité des joueurs adverses, lié à l'arbitrage, lié à plein de paramètres. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. L'autre chose, au niveau des caractéristiques techniques et physiques, c'est moins de qualité d'explosivité, ça revient à ce qu'on indiquait tout à l'heure, moins de qualité d'explosivité, de verticalité, de vitesse et de force. Je parle bien évidemment d'une manière générale, ce qui fait que l'individualisme est beaucoup moins présent chez les filles. Je pense également moins de leadership, notamment et d'initiative personnelle. Voilà. Et alors bien évidemment, il y a des joueuses qui sont très à part. Voilà, je parle en général chez les jeunes et au niveau auquel j'entraîne. Mais ça, c'est un constat que j'ai fait. Et également, moins de coups de gueule affrontés entre deux joueuses. Très souvent chez les garçons, quand on n'est pas d'accord, que ce soit entre le coach et les joueurs, je pense que comme indiqué, c'est un discours très franc, très direct. Je pense qu'entre les joueuses, deux joueuses ne vont pas vouloir s'affronter pendant un match et vont passer par l'intermédiaire de l'entraîneur pour pouvoir régler ce problème et ne vont pas vouloir régler les choses d'elles-mêmes, liées, comme j'indiquais tout à l'heure, par exemple, au fait de ne pas se brouiller ou le fait d'être en situation inconfortable par la suite ou d'avoir des reproches. Et je pense que le fait d'avoir beaucoup moins de communication, enfin, il y a beaucoup plus de communication indirecte, je fais une alerte rouge, je pense que c'est quelque chose qui est très très dangereux dans la gestion du groupe, dans la gestion individuelle, dans la gestion des conflits et dans la gestion d'une saison sportive. Et je pense qu'il ne faut surtout pas laisser ce genre de choses exister. Après, l'aspect positif et auquel moi je m'y retrouve, que ce soit chez les jeunes sur le niveau auquel j'entraîne, c'est que je pense que les filles offrent un jeu beaucoup plus limpide, collectif, que chez les garçons parfois. Et je pense que quand les filles ont compris le sens de ce vers quoi on veut aller, je trouve que il y a une exemplarité dans l'investissement et dans le fait d'être dans la répétition de ce que l'on demande. Et je pense, comme j'indiquais, que chaque joueuse doit être responsabilisée, et cela doit être déterminé au préalable, responsabilité technique, responsabilité politique, responsabilité individuelle dans la gestion de groupe, responsabilité dans l'échauffement. Je pense que chaque joueuse doit avoir quelque chose qui lui appartient, qui n'appartient pas à l'ensemble des joueuses, et qui appartient à elle-même. Et encore une fois, besoin de passer beaucoup de temps avec chacune d'elles pour pouvoir échanger, valoriser et également sanctionner les joueuses. Je pense que, en tout cas, je pense être, plus je m'indique, je pense être quelqu'un d'assez dur. Je pense que le fait d'être respecté, respectueux, ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner. Et comme j'en dis toujours, c'est pas
pas la joueuse, c'est pas la personne que j'attaque, c'est la joueuse. Et je pense, et je fonctionne de la même manière qu'avec un garçon, je pense qu'il faut aussi parfois piquer au vif. Il faut faire preuve d'empathie régulièrement, mais je pense qu'il faut parfois piquer au vif la personne, ne pas la laisser se renfermer, mais en tout cas lui dire le fond de notre pensée, ce que l'on pense d'elle par rapport à différentes choses qui peuvent arriver en cours de saison. Benjamin? Ouais, ok, très bien. Tu veux qu'on fasse un point ou Ouais, on fait un point maintenant? T'as une dernière partie, je crois, il me semble. Oui, j'ai une dernière partie, Ouais. mais c'est comme. Ok. Ouais, petite question de Ludo bon, que je connais, qui entraîne pas mal de filles aussi. Lui, il fait le constat que du fait de la propension à être plus collectif, elle se cache un petit peu. C'est plus facile pour elle de se cacher dans le collectif et de laisser faire les autres. Et enfin, j'interprète un peu sa question, mais je pense que c'est ce qu'il a en tête. Comment tu peux développer la prise de responsabilité individuelle lorsqu'elle se cache dans le collectif, individuellement? Bah, je pense que c'est lié aussi aux formes de jeu qui sont. Enfin, moi, je suis plutôt un coach offensif. Hein, je vais pas me cacher que ça soit sur le niveau NF1 ou NF2. À chaque fois, je suis plutôt dans la partie haute sur l'aspect offensif. Je pense que bah, après, c'est lié à ce que l'on veut mettre dedans. Je pense qu'effectivement, bon, ça, j'apprends rien. Vous savez mieux que moi. Chaque forme de jeu doit être adaptée sur des secteurs de jeu bien déterminés, que ce soit sur des menus de jeu, des joueuses extérieures, des joueuses intérieures. Donc là, j'ai pas de réponse à cette question. Moi, en tout cas, enfin, je ne, c'est pas une problématique pour moi. C'est pas quelque chose que je perçois dans mon travail au quotidien. D'accord. Est-ce que tu peux enlever le plein écran qu'on puisse te voir pour la petite session questions? C'est plus sympa pour les gens. Allez. Si ça te dérange pas. Et remettre, voilà, super. Très bien. Question de Vianney, là, juste à l'instant. Tu dois pouvoir la lire en même temps. Un entraîneur et coach garçon dans une équipe de filles doit-il être autant ami que encadrant et donc avoir une frontière moins importante dans la relation entraîneur-entraîné que chez, je sais pas, que chez les gars peut-être? J'ai pas compris la question. C'est un entraîneur et coach garçon dans une équipe fille. Est-ce qu'il doit être autant ami que encadrant? Moi, je ne suis pas ami avec mes joueuses, je ne le serai jamais. Je suis pas ami avec les gamines du pôle. Je suis un entraîneur, je suis un éducateur. Voilà. On peut avoir des moments on peut plaisanter, mais même maintenant, il y a une barrière à pas franchir. Voilà. Enfin, pour moi, c'est inconcevable de pouvoir parler, de pouvoir échanger en dehors du terrain avec une fille. Et, si j'ai quelque chose à lui dire, je vais aller lui parler en face, je vais lui parler à l'issue d'un entraînement. Je vais faire un entretien toujours avec une personne, bien évidemment, à côté de moi. Maintenant, il est hors de question que j'envoie un SMS à une personne, hein, et je suis pas leur ami et je ne le serai jamais. Voilà. Donc, je pense que, je veux dire ce que je pense que certains entraîneurs pensent qu'en étant très très proche de la catégorie féminine, on peut effectivement tirer le meilleur de soi-même. Je vais être franc, il peut y avoir une forme de séduction sur certains. C'est facile d'emmener des joueuses vers ce vers quoi on va tendre si on se dit bon, l'entraîneur est sympa, il plaisante, il est cool avec nous. Je pense que c'est pas du tout la bonne manière. Je pense que les filles seraient beaucoup plus proches de leur entraîneur sans chose particulière bien évidemment, mais en tout cas je pense qu'on ne peut pas fonctionner de cette manière-là, et en tout cas je me refuse de le faire de cette manière-là, comme je me refuse d'embrasser mes joueuses par exemple. Voilà, voilà, on a un rapport professionnel, on n'a pas du tout un rapport amical, donc voilà, je pense qu'on ne peut pas franchir cette barrière, ça c'est impossible pour moi. Moi, je te rejoins tout à fait. Par contre, je sens dans la question non pas une intention d'être ami, mais est-ce que le fait que les filles aient beaucoup besoin de relationnel ne fait pas que inconsciemment, parce que là tu as parlé des coachs qui peut-être sciemment peuvent séduire, inconsciemment, c'est plus facile de devenir entre guillemets ami par du fait d'être beaucoup plus dans l'échange et le social, d'être plus facile de tomber dans une relation sans s'en rendre compte peut-être amicale avec des filles qu'avec des gars. C'est une question, hein, c'est pas forcément, c'est pas un avis personnel. Enfin, je pense qu'on peut on peut très bien faire son travail en étant dans l'empathie, dans l'écoute, en étant proche de ses joueuses, en étant à l'écoute de son discours ou de ce qu'elle veut nous dire, sans forcément effectivement parler beaucoup. Donc non, enfin, je suis pas. Ça serait facile. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Après, je vois une réponse de Babette que je connais, je crois. Faut Qui d'autant me plus dit faire attention, quoi. Faut d'autant comment? plus faire, en fait, faut d'autant plus faire attention. Il faut d'autant plus faire attention, et comme Babette dit, avec l'entraîneur d'homme, il y a forcément des jalousies, parce que forcément, il y a un Ouais. rapport homme-femme, et il peut forcément y avoir un rapport de séduction à un moment donné, un rapport de jalousie, un rapport de conflit, un rapport, voilà, et qu'à un moment donné, si on parle plus à une joueuse qu'à une autre, ça peut engendrer un vrai problématique pour l'équipe. Donc, moi, quand je parle avant une séance d'entraînement, je parle à l'issue d'une séance d'entraînement, au milieu de tout le monde, voilà. Mais effectivement, voilà, comme je disais, je n'envoie pas de texto à une joueuse. Si je dois envoyer quelque chose, j'envoie un texto à l'ensemble du groupe, et après je parle à mes joueuses individuellement devant l'ensemble du groupe, ou quand le groupe fait autre chose à côté. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est sous-jacent. Il faut faire très attention à ça. Hmm. Moi, j'ai une question perso. Est-ce que culturellement, elle est volontairement pas provocatrice, mais un petit peu, est-ce que culturellement, notamment dans les milieux amateurs lambda, les clubs, voilà, les clubs lambda, est-ce qu'on n'entraîne pas les filles trop comme des filles? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que les entraîneurs ne les considèrent que comme c'est des filles, on ne peut pas les entraîner comme des garçons? Je ne sais pas si je suis clair dans ma définition, mais par rapport aux intentions qui sont demandées en termes de vitesse, d'exécution technique aussi, on en va en parler tout à l'heure, dans les dribbles, etc. Est-ce qu'on les entraîne pas des fois comme des filles, alors qu'il faudrait, sur certains domaines, les entraîner complètement comme des garçons? Je sais pas si j'ai été très clair, mais Si, moi je comprends, mais je ne fais pas du tout euh, la différence entre. Je fais pas du tout la différence. Comme je dis, j'ai entraîné des garçons aussi plusieurs fois par rapport au pôle. J'entraîne également les garçons du pôle. J'entraîne les filles exactement de la même manière que les garçons. Et quand on fait la préparation physique de notre pôle que j'encadre également, les filles font exactement le même travail, la même démarche que les garçons. Et je pense qu'effectivement, une fille peut être parfois ne pas forcément donner le meilleur de soi-même. Parfois, le fait d'être à côté de personnes ou même de garçons, je pense que ça peut les emmener tout simplement. Voilà. Donc, pour moi, je ne fais aucune différence entre le fait d'entraîner une fille et un garçon. ma question elle était bien sur les clubs qu'éventuellement tu peux côtoyer, croiser, mais pas parce qu'évidemment dans les pôles, moi je te Non, mais rejoins. les pôles, c'est différent. Dans les Voilà. clubs, Mais enfin, moi, sur le niveau que je connais, National 1, National 2, que je pratique, non, il n'y a aucune différence entre les filles et les garçons. Non, oui. non, je On est l'aborde bien d'accord. exactement Moi je suis. et Vas-y, dans pardon. mes comptes collectifs, je l'aborde également de la même manière. Hmm. Ok. Mais moi, je suis convaincu, je ne sais pas si les gens peuvent, je suis convaincu que dans beaucoup de clubs amateurs, hein, là tu es sur la N1, etc., beaucoup de clubs amateurs, on est bien chez les jeunes, il y a beaucoup de gens qui n'entraînent pas comme, et là je te rejoins, qui n'entraînent pas comme ils entraînent les garçons. J'en suis convaincu. Après, et à mon avis, c'est bien dommageable. Je pense que. Je le pense aussi, maintenant, c'est vrai. Ok. J'ai pas relevé d'autres questions pour le moment. Si tu veux faire la dernière partie. Ouais. Dernière partie, bon, c'est quelque chose qui est vaste, hein, travail de fondamentaux individuels de 11 à 15 ans, parce que c'est quelque chose que l'on fait régulièrement. Premier constat que vous savez Attends, tous. faut que tu remettes ton PDF. Faut que tu remettes ton Ouais, PDF. pardon, Christophe. pardon. J'arrive pas à le remettre en plein écran. Faut que tu vas se partager l'écran. C'est bon? Ouais. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok. Donc, travail des fondamentaux individuels de U11 à U15. Donc, deux types de travail physique, travail technique. Premier constat que vous savez tous, au niveau physique, la masse musculaire des garçons est beaucoup plus importante, liée d'autant plus avec l'évolution et la transformation morphologique que la masse musculaire des filles. Je pense que la masse musculaire des filles doit être gérée de manière spécifique à travers des exercices particuliers pour pouvoir la développer et l'améliorer. Et après, on parlera du travail technique. Un constat,
une faiblesse par rapport aux ischios et par rapport aux quadris, notamment au niveau de la jambe féminine, liée à la. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de paramètres, mais je n'ai pas les compétences pour pouvoir parler de ça maintenant. Lié au déficit dans les muscles antagonistes ischio et quadri. L'autre constat, c'est qu'il y a également plus de rupture des FCA, des ligaments croisés chez les filles que chez les garçons. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment faire un travail et accentuer ce travail au niveau de la chaîne musculaire postérieure ischio-quadri. Et ça, je pense que ça doit être commun aux garçons aux filles, mais ça doit être accentué sur la partie féminine. Un gainage dynamique afin d'augmenter les muscles profonds qui permettent d'évoluer dans tout ce qu'on appelle la gestion des contacts et tout ce qui est dualité. Hein. Donc moi, le gainage, je le fais toujours de manière dynamique, je ne le fais jamais de manière statique, ou dynamo-statique, en tout cas, je peux le faire. Travail d'appui, donc chaîne postérieure plus faible également, donc le but est d'augmenter le travail d'appui, la fréquence et l'arrêt après une course, être capable de courir, s'arrêter très très vite sur des arrêts alternatifs, sur des arrêts simultanés. Je pense qu'avant de faire ça, il faut appréhender un travail d'appui qui est vraiment très très important et primordial. Et puis après, un travail de force à travers des exercices dynamiques pour la chaîne postérieure et supérieure. Moi, ce type de travail, je le fais toujours en situation d'instabilité, soit avec des WAF, voilà, par exemple, et des ballons, soit en situation d'instabilité avec des choses qu'on appelle le TRX, par exemple, ou d'autres choses. Je parle même pas de musculation parce que je sais que dans chaque club, il n'y a pas forcément tous les appareils, mais en tout cas, j'essaie toujours de travailler en situation d'instabilité parce que je pense que l'instabilité, c'est quelque chose qui est commun à notre sport et récurrent. Et je pense que c'est quelque chose auquel on est confronté de manière régulière. Pour moi, faire du gainage en étant statique, faire du travail d'appui sans vitesse, ou faire du travail de force sans instabilité, je pense qu'on n'en tire pas le meilleur. Voilà. Donc, en tout cas, ça c'est un constat et un fonctionnement personnel en tant que préparateur physique également au niveau du pôle. Sur la partie technique, travail de dissociation segmentaire. Oui. Christophe, est-ce que tu peux avancer parce que je t'ai mis le détail de ce que tu dis en fait dans 2 diapos, il me semble. Je crois, si tu avances. D'accord. Je pense que j'ai détaillé travail technique et voilà, tu vois tout ce que tu voilà comme ça tu peux les gens ils peuvent lire en même temps ce que tu dis. Bon, ça c'est le ça c'est fait. Ok. Sur le travail technique, dernière partie, travail de dissociation segmentaire, donc entre le haut du corps et le bas du corps, et par rapport au regard, qui est également lié au garçon, mais je pense qu'il est important. On peut travailler séparément la conduite de balle, on peut travailler séparément les appuis, on rentre un petit peu plus dans l'expertise, mais je pense que c'est important de travailler la conduite de balle avec les appuis, plus le regard également, donc le fait d'associer différents principes. Le travail de dualité qui pour moi doit être très important, hein, notamment ce que l'on connaît tous, hein, les travails de tir en course sans opposition, c'est bien beau, mais notre sport est un sport de contact, malgré ce que certains peuvent penser. Donc être capable de passer l'appui, être capable de se protéger avec son épaule, être capable d'aller vite, être capable de s'arrêter, de faire un tir puissant, je pense qu'effectivement, en tout cas, nous, le travail de dualité, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. Parce que, pourquoi encore une fois, la gestion des contacts est beaucoup moins naturelle chez une fille que chez un homme, liée, je pense, à son aspect physique et sa confiance en soi. Et je pense que les filles vont beaucoup plus fuir le contact que des garçons. Donc si c'est un constat que les filles fuient le contact, je pense que c'est quelque chose que l'on doit accentuer dans le travail. Le travail d'adresse uniquement, pour moi, je parle de la catégorie jeune, hein, sur les arrêts alternatifs, voilà. Donc 2 temps, voilà, et non des arrêts simultanés. Je pense que c'est lié sur la catégorie jeune sur un problème de gainage et un problème postural. Je pense que on ne peut pas demander à un jeune de s'arrêter et de tirer en un temps en arrêt simultané. C'est très compliqué, déjà en termes d'exécution et en termes de muscles utilisés. Voilà. Donc, moi, je fais uniquement ce travail sur des arrêts 2 temps. Voilà. J'interdis le tir en suspension. Encore une fois, je parle uniquement de la catégorie 11-15 ans. Je pense que les femmes, en tout cas les jeunes filles, ne sont pas encore prêtes à avoir ce type de travail, hein, et je n'en vois pas l'intérêt. Conserver des exercices communs afin de gagner en efficacité, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, que ça soit sur le travail technique ou sur le travail physique, le fait
on a tous été jeunes entraîneurs, on veut toujours parfois révolutionner en faisant des exercices qui sont différents pour se dire je vais inventer quelque chose, on peut penser qu'aujourd'hui j'ai fait quelque chose de différent. Et je pense que c'est important de répéter très souvent afin qu'il y ait quelque chose qui soit acquis, qui soit le plus efficace possible. Et pour que ça soit le plus efficace possible, il faut que ça soit appréhendé au mieux par les personnes. Et le fait que ça soit parfois routinier, eh bien forcément on peut encore gagner en efficacité. Voilà. Et en plus, le fait d'avoir régulièrement des exercices différents, ça engendre une mise en route qui est beaucoup plus longue, une explication, et aussi un travail cérébral qui est beaucoup plus important. Voilà. Donc moins de spontanéité pour moi. Et après, la chose essentielle chez la catégorie jeune, mais ça c'est également lié aux garçons, c'est qu'on fait relativement vite le travail d'armée et d'alignement. J'ai parlé de coups de genoux, mais il y a plein de choses. Il y a moins de masse musculaire au niveau de la chaîne postérieure. Voilà. Et bon, je ne vais pas vous répéter, mais ce travail à 90 degrés sur le haut du corps, avec des exercices statiques au départ, des situations aussi d'instabilité sur le bas du corps et lier les deux, ou le fait d'être poussé à côté lorsqu'on fixe un tir, pour moi c'est des choses qui sont primordiales. Voilà. Donc encore une fois, voilà ce que moi j'ai constaté sur déjà la gestion d'une catégorie de filles, et après sur le travail technique ou physique que je peux avoir à faire au quotidien. Donc j'ai essayé de synthétiser un petit peu tout cela. Très bien. Ah oui, ok, très bien. Deux personnes, Philippe et JF, reviennent sur le même point. Pourquoi proscrire le tir en suspension? Pourquoi proscrire? Parce que je pense tout simplement que dans le corps d'une jeune fille, on n'est pas encore équipé, enfin le terme est un petit peu barbare, hein, mais on n'est pas encore équipé, que ce soit sur le bas du corps ou sur le haut du corps. Et demander à quelqu'un de courir naturellement, d'être capable de courir, il faut être capable de courir, il faut être capable de s'arrêter, il faut être capable de prendre le ballon en compte, il faut être capable d'avoir un petit peu de verticalité, voilà, et il faut que le geste soit fixe pour aller vers l'avant. Je pense que, en tout cas pour moi, je pense que les filles ne sont pas guidées musculairement sur la partie basse du corps, notamment pour pouvoir être dans l'efficacité par rapport à ce tir. Donc on peut l'enseigner. Maintenant, le but d'enseigner quelque chose, c'est qu'on valorise les personnes et de gagner en efficacité. Et je pense que avant de gagner en efficacité sur ce sujet-là, on peut gagner en efficacité sur du travail alternatif. Je prends l'exemple du haut niveau en filles. Je vois peu, enfin il y a des filles bien évidemment, mais d'une manière générale, même à très haut niveau, beaucoup plus de garçons tirent en suspension qu'en jeunes filles. Voilà, c'est un constat. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça a été moins enseigné, mais en tout cas, c'est aussi un constat lié à leur qualité physique. Ok, très bien. Vianney pose cette question-là. Puisque les filles sont moins dans la prise d'initiative et le duel, et moins habiles par rapport à la physiologie. J'ai pas dit habile. Hein. Enfin, habile, moi je pense qu'il veut dire moins dans la dextérité, peut-être. Je pense que ça coordonné, peut-être, ou peut-être Enfin, bon, je te répète sa question. Puisque les filles sont moins dans la prise d'initiative et le duel, et moins habiles, entre parenthèses vérité physiologique, bon, que les garçons. Alors donc là, sa question est intéressante. Dans la formation de la joueuse, est-ce qu'on ne va pas donc tendre plus précocement que les gars dans le collectif et le pré-collectif? Est-ce que le collectif et le pré-collectif, du fait qu'elles soient moins dans les initiatives, peut être abordé plus tôt, doit être abordé plus tôt? En tout cas sur le pôle, nous sur les 12 heures d'entraînement que l'on fait, il y a 10 heures de travail, 10 heures à 10h30 de travail individuel. Voilà. Sur le niveau je connais senior championnat de France, c'est du travail individuel, du travail pré-collectif. Le collectif existe bien évidemment, mais en tout cas la proportion doit être beaucoup moindre. Je dirais sur des seniors, pour moi c'est individuel, pré-collectif, c'est 2 tiers. Le collectif pour moi représente 1 tiers du travail ou peut se rapprocher de la moitié. Chez les jeunes, je dirais que 90% doit être du travail technique de perfectionnement individuel. Et le reste, c'est restituer ce travail individuel à travers le collectif et faire comprendre et ressortir, et c'est ça qui est primordial, l'intérêt du travail qu'on a fait en amont afin de le restituer dans le collectif. D'accord, très bien. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, donc Cédric, je pense qu'on peut
peut-être envisager de terminer là-dessus. On va laisser peut-être une minute des fois que une question ou deux réapparaîtrait, mais ça a l'air de se calmer. Ok, très bien. Peut-être, Benjamin, on peut, en attendant, s'il y a d'autres questions, lancer un petit bilan justement auprès des gens qui suivent la conférence là ce soir. S'ils peuvent nous laisser dans le chat leurs impressions. Bon, on a eu un peu plus de soucis techniques ce coup-ci que la fois précédente, donc on a fait en sorte que ça se passe le mieux possible. Je pense que ça a été correct. On a eu quelques petits passages un peu robotiques dans la voix, mais je pense que l'essentiel est compris. En tout cas, moi, ce qui me semble important là, du coup, par rapport à la fois précédente, c'est qu'on a plus de participants, plus de personnes qui sont présentes, donc c'est que le format doit plaire. Donc voilà, si vous dans le chat, si vous n'avez pas d'autres questions bien sûr par rapport au thème, vous pouvez laisser vos impressions et nous dire ce que vous en pensez. Voilà, faut savoir que cette conférence est enregistrée, donc à partir de demain ou après-demain, en fonction du moment où on va pouvoir faire ça avec Benjamin, vous pourrez revoir cette diffusion-là, vous pourrez revoir la conférence sur Basket Formation. Ok, il y a quelques questions là. Tu les vois, Christophe? Non, vas-y, je te laisse. Dans le chat, tu les vois pas dans le chat? Vas-y, non, je vois pas tout le monde. Ok. Gabriel essaye de. Enfin, c'est pas une question, il synthétise. Si on a bien suivi, les entraînements doivent être relativement similaires, mais l'approche psychologique doit être très différente. Est-ce que tu. Ouais, je pense que c'est bien résumé. C'est avant tout c'est le même sport. Hein. C'est le même sport, les mêmes règles. La seule chose qui change, c'est la taille du ballon. Hein. Mis à part ça, c'est exactement les panneaux sont. Le cercle est exactement au niveau de la même distance, la ligne des 3 points également à la même distance. Donc c'est le même sport. Et je pense que parfois, dans nos représentations, j'ai parlé de représentation au début de ma présentation, on peut avoir des représentations différentes, garçons-filles, hommes-femmes dès le début. Et je pense qu'encore une fois, c'est une représentation. On dit, oui, dans le sport féminin, on n'a pas le droit au contact, on n'a pas le droit à ceci, cela. Alors, on le dit parfois en plaisantant. Néanmoins, je pense que c'est quelque chose qui met pas en valeur le basket féminin. Et effectivement, c'est tout simplement le même sport. Simplement, je pense que l'approche psychologique est différente. La gestion du groupe est parfois différente parce que la manière d'échanger, de communiquer n'a rien à voir. Après, je pense que le but, si j'ai bien compris, c'est de mettre le ballon dans le cercle. Donc, bon, c'est la bonne phrase. Ok. Gilles te demande, y a-t-il des filles avec des profils très athlétiques et dans ce cas, y a-t-il un travail spécifique à prévoir? C'est vaste comme question. Profil très athlétique. On peut avoir un profil très athlétique sur des postes extérieurs. On peut avoir un profil très athlétique sur des postes de grande taille. Si c'est quelqu'un qui est un TGG, bien évidemment, il y a un travail spécifique. Maintenant, si c'est des joueuses extérieures peuvent avoir également des qualités techniques supérieures aux autres. Donc je peux pas répondre à cette question. En tout cas, effectivement, si c'est des joueuses de grande taille, forcément, ça va engendrer un travail spécifique, ça va engendrer un travail technique, ça va engendrer un travail physique très particulier. Maintenant, également, ça c'est commun aux garçons et aux filles. Ne pensez pas à l'instant T, pensez au bout de certains nombres d'années. Et en tout cas, une joueuse d'un mètre 80 qui est plutôt habile, voilà, ne doit pas forcément être mis tout de suite proche du cercle, même si effectivement elle va perdre en efficacité. Voilà, la chose la primordiale, c'est que cette joueuse soit la plus possible éloignée du cercle pour lui laisser la chance de s'exprimer. Après, effectivement, au bout d'un certain temps de travail, peut-être que celle-ci sera uniquement une joueuse intérieure, mais il y a un paramètre qu'on maîtrise pas, c'est le corps de la personne, quoi. Donc, on peut penser que cette personne va grandir, on peut l'imaginer, on peut se représenter. Une personne peut être très très grande tout de suite, mais en tout cas, il faut que les personnes ou les jeunes puissent être formés, en tout cas, sur tous les postes. Et même si c'est une personne de grande taille avec des exercices spécifiques,
il faut que cette personne puisse travailler la conduite de balle, il faut que les personnes puissent travailler les arrêts, il faut que les personnes puissent travailler des choses communes. Voilà. Ouais. Vianney rebondit là-dessus. Comment au pôle vous gérez les facteurs de croissance amenant justement à des douleurs parfois difficiles à élucider? Tu as des médecins et des kinés. Comment? Tu as des médecins et des kinés. Tout simplement avec le staff médical, c'est-à-dire qu'au niveau d'un pôle, on a la chance de travailler avec des médecins, des kinés, des podologues. Voilà, donc effectivement, on sait un petit peu, on sait la taille. Il y a des mesures qui sont régulières. On sait également où les personnes sont au niveau de leur évolution et au niveau de leur stade pubertaire. Donc bon, ça c'est pas mon rôle, mais en tout cas, on sait où les personnes sont dans leur évolution morphologique. Après, c'est vrai qu'il y a des symptômes qui seront récurrents, voilà, maladie de Sever, maladie de Smoot, plein de choses particulières liées à la croissance. Donc ça, c'est quelque chose que l'on doit prendre en compte, bien évidemment, et adapter par rapport et à la charge d'entraînement et à l'intensité de l'entraînement. Question de Benny. J'ai un groupe de filles depuis maintenant 5 saisons. Quelles sont les limites pour moi et pour elles aujourd'hui? Motivation, 3 petits points, etc. Encore une fois, c'est vague comme question. Ouais. Ça dépend si pendant ces 5 ans, il y a eu le groupe a été profondément remanié. Ça dépend si depuis 5 ans, les personnes jouent au même niveau ou une évolution au niveau des étapes ou au niveau du basket. Moi, je pense, en tout cas, c'est très personnel, mais je pense qu'en tout cas, il faut du changement. Je pense qu'un coach ne peut pas exister pendant 10 ans avec une seule et même équipe, peut exister pendant 10 ou 15 ans avec une seule et même équipe, mais à travers de modifications internes à l'équipe. Donc je pense il peut toujours y avoir une base commune. Moi je dirais comme ça de 2-3 choses, mais sur l'espace de 5 ans, pour moi, il ne peut pas y avoir plus de 2-3 personnes qui soient régulières, parce que forcément ça engendre des automatismes, ça engendre de la routine, et forcément la routine des automatismes, ça rassure. Parfois ça peut diviser aussi parce qu'on n'en tire pas le meilleur de soi-même, et on est un petit peu dans un confort. Ok, question de Sébastien. Avec mes U15, je ne veux pas leur mettre de poste fixe. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou faut-il déjà commencer à les orienter en U15? Moi, je pense que c'est très bien. Ça dépend du niveau, encore une fois, hein, si c'est des niveaux départemental ou régional. Mais je pense qu'effectivement, il faut mettre des personnes qui sont capables de monter la balle, qui ont le plus d'aisance sur la conduite de balle. Maintenant, effectivement, et c'est une volonté également fédérale à travers des contenus qu'on fait, lorsqu'on voit les collègues sur les camps interzones, en national ou autre chose. On accepte qu'une joueuse qui prenne un rebond, une grande, puisse monter la balle, ou en tout cas faire 2-3 dribbles avant de faire une passe. Il y a encore quelques années, on était dans une démarche un petit peu différente. C'est-à-dire que dès qu'une joueuse avait un ballon sur un rebond, on demandait de sortir la balle sur une joueuse extérieure. Et c'est très mathématique, hein. Je pense que la joueuse qui a le rebond, c'est une joueuse A, va donner la balle à une joueuse B qui est meneuse de jeu, pour relancer vers l'avant qui est une joueuse C. Il y a beaucoup de paramètres, et je pense que parfois on peut enlever des critères en tout de suite prenant la balle, faisant 1 ou 2 dribbles et en sortant la balle très, très rapidement pour jouer vers l'avant. Voilà. Donc je dirais que c'est tout à son honneur si tout le monde a le droit de pouvoir monter la balle, de courir. Voilà. Après, il y a uniquement dans le jeu intérieur, bien évidemment, où tout le monde ne peut pas jouer près du cercle. Maintenant que dans la catégorie U15, même en championnat de France, on est plutôt avec 4 joueuses en périphérie, très large, et plutôt peut-être une joueuse près du cercle. Très bien. Voilà, ça fait 1 heure. Je pense que Cédric, on va libérer Christophe aussi, je pense. Il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Oui. Moi, je remercie tout le monde, en tout cas, tous ceux qui ont participé. Oui. Christophe, merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop soporifique pour vous, voilà, tout simplement. Une petite précision aussi, vous me dites les gars si je me trompe, mais on donnera en téléchargement le PDF là que vous avez préparé. Ouais. Pour que les gens puissent se repérer dans le plan de cette conférence. Ouais, et puis, ouais surtout Christophe, il a zappé plein de diapos en plus. Donc... Je te remercie. Non, derrière, c'est gratuit ça. non, mais ouais, on le donnera le PDF, ouais, on le filera. Ouais, bien sûr. D'accord. Okay. Bon, pour conclure,
moi, j'ai envie de conclure un peu cette session par une phrase que nous a laissée Elisabeth, que j'avais notée, si je la retrouve. Pour résumer un peu sur le basket féminin, donc on met un peu trop les filles dans des cocons, mais là, c'est aussi un problème de société, car les filles ont du caractère, et quand elles ont un vrai projet, c'est vraiment intéressant de les entraîner. Je trouve cette phrase très intéressante, donc je me suis dit on pouvait conclure par cette phrase-là. Je suis tout à fait d'accord avec elle, et comme je disais à Elisabeth, je pense que certains disent que c'est un choix par défaut. Moi, en tout cas, c'est pas un choix par défaut. C'est un choix où je prends beaucoup de plaisir, hein, et ça m'a permis d'apprendre aussi beaucoup sur des relations en dehors. Et en tout cas, je trouve beaucoup de plaisir à entraîner des femmes ou en tout cas des jeunes filles. Voilà. Et pour l'instant, je ne changerai pour rien au monde. Très bien, Christophe. Merci Ok. à toi. Benny demande s'il peut avoir le PDF de la première webconférence. Oui, Ouais, Benny, ouais. tu vas sur le lien, enfin tu vas sur Basket Formation, tu as un lien webconférence et tu as la première webconférence qui a été faite. Et en dessous, tu as un lien pour télécharger le PDF de la première conférence. Voilà, bien. Ben, on va conclure. Je vous remercie vraiment à tous de votre présence. Merci Christophe, merci Benjamin. Et on vous dit à une prochaine pour une prochaine conférence sur le basket. Au revoir. Bonne À soirée, au bientôt. revoir.